En Suisse, chaque habitant achète plus de 20 kilos de vêtements par année. L'industrie textile compte parmi les plus polluantes au monde. Elle est responsable de 8 à 10% des émissions mondiales de CO2, de 35% des microplastiques présents dans les océans et consomme près de 90 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Pour comprendre comment on en est arrivé à cette surconsommation, je vous propose un bond en arrière dans le temps. Le début de la fabrication à la chaîne et non mécanisée remonte au XVIIe siècle, quand les grandes puissances européennes, la France et l'Angleterre, doivent vêtir leurs milliers de marins et de soldats à moindre coût. La confection de gilets et chemises se fait dans des sweatshops ou ateliers de misère, par des couturières venues de la campagne en ville, à la recherche d'un avenir meilleur. Mais le travail industriel prometteur s'est avéré être plutôt synonyme de sueur, d'acharnement, voire de prostitution. La machine à produire en série est lancée et ne cesse de s'accroître au XIXe avec l'industrialisation et la croissance du capitalisme qui aggravent les conditions de production. En 1900, l'industrie textile emploie plus d'1 million de personnes en Grande-Bretagne. Si le vêtement reste utilitaire pendant les 2 guerres mondiales, la fin des conflits rend la mode abordable à toutes et tous dans une nouvelle logique de prêt-à-porter de masse. Le secteur est alors marqué par une forte baisse des prix. La manière de consommer les vêtements a changé avec la mondialisation et depuis une vingtaine d'années, on achète en plus grande quantité en dépensant de moins en moins. La cause principale de pollution dans l'industrie textile, c'est la quantité de vêtements produites, la fast fashion. Cette mode rapide fonctionne sur le principe du renouvellement très rapide des tendances, rompant avec le cycle classique des 4 saisons. L'industrie de la mode s'est développée avec 8 saisons, mais aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 24 saisons, voire des nouvelles collections presque quotidiennes. Autre caractéristique de la fast fashion, les prix bon marché. Cette stratégie nécessite de réduire les coûts lors de la production, ce qui n'est pas sans conséquence. Pour aborder la thématique, j'ai rencontré Audrey Millet à Paris. Ancienne styliste, elle est docteure en histoire, spécialiste de l'histoire de l'habillement. La fast fashion, en réalité, s'agite tous les lundis pour nous expliquer que nous avons besoin de ce produit parce qu'il nous rendra plus heureux, plus beaux, plus belles, plus sexy, plus glamour et surtout mieux dans notre peau. Donc elle joue sur des stratégies psychologiques qui deviennent des stratégies marketing afin de créer chez nous un malaise ou un mal-être. Et à partir du début du 19e siècle, on a eu l'éclosion des agences de publicité. Et ces agences de publicité ont compris qu'il y avait un marché, un nouveau marché qui allait de plus en plus travailler et sortir de la maison, les femmes, le marché féminin. Donc ils se sont emparés immédiatement de ce marché-là. Alors on va jouer sur les affiches publicitaires bien entendu, le développement de la radio, le développement également des émissions de télé, des séries et le tapis rouge. Ce tapis rouge, ce Hollywood qui va être véritablement un socle pour la mode et présenter de nouveaux produits. Mais également les réseaux sociaux où marques, influenceurs et sites de revente poussent à la consommation. Selon une récente enquête de Publicaille, les Suisses sont surexposés aux dark patterns, ces pratiques qui cherchent à tromper ou à manipuler les internautes pour modifier leur comportement. Et ça marche. En mars 2023, le groupe Inditex, maison mère de Zara, Pull&Bear ou encore Bershka, a dégagé en 2022 le bénéfice le plus élevé de son histoire. Même succès pour Shein, ce géant chinois de l'ultra fast fashion. Actif sur le marché suisse depuis 2021, ses prix bas font fureur sur les réseaux sociaux. La fast fashion continue de séduire. Les Suisses et Suissesses achètent chaque année 60 nouvelles pièces. Pourtant, près de 40% des vêtements de nos armoires ne sont jamais portés. Alors pourquoi continue-t-on d'acheter ? Le consommateur a au centre de son cerveau le stratium. Et ce stratium, en fait, lui permet de survivre. Pour satisfaire ce stratium, d'abord, il doit manger, ensuite se reproduire. Et en réalité, en troisième, il doit augmenter de niveau social. Et le vêtement satisfait ce stratium grâce aux apparences. Le consommateur, lorsqu'il a cet acte d'achat, qu'il voit des promotions, il a l'impression de faire une bonne affaire et il se donne du plaisir. Donc il a véritablement un comportement de drogué et on peut dire qu'il est addict. Alors addict, cela signifie qu'on peut acheter tous les jours. Donc l'industrie de la fast fashion est par définition polluante. Mais au-delà de la production en masse, quelles sont les étapes de la conception d'un vêtement qui concrètement pollue ? Il existe 3 grandes étapes nécessaires à la fabrication de vêtements. Tout d'abord, la production de la matière première.
Il peut s'agir de matières naturelles issues de cultures ou d'élevage, ou de matières chimiques. Le roi des fibres naturelles, c'est le coton. Près de 30% des vêtements fabriqués dans le monde sont en coton. L'Inde, la Chine et les États-Unis sont les plus grands producteurs et exportateurs. Mais nécessitant un environnement très particulier, la culture de cet or blanc met à mal les producteurs qui, pour augmenter les rendements, ont recours à de nombreux pesticides. Et cela accroît l'eutrophisation de l'eau, donc une forme de pollution du milieu aquatique. En plus, la quantité d'eau utilisée pour sa production est une entrave dans des régions déjà frappées par la sécheresse. Les matières chimiques, elles, sont le résultat de manipulations en laboratoire et peuvent être synthétiques ou artificielles. Les matières synthétiques obtenues à partir de charbon ou de pétrole comprennent par exemple l'élastane, le nylon, le lycra, le chlorofibre, le polyamide, l'acrylique ou encore le polyester. Ces matériaux nécessitent d'extraire du pétrole en milieu marin, ce qui engendre une importante pollution de l'eau. En plus, le lavage de ces matières en machine à laver relâche d'importantes quantités de microparticules de plastique dans l'océan. Et celles artificielles proviennent d'un composé naturel comme la cellulose de bois, le bambou, l'eucalyptus ou encore le soja. On développera cette idée dans le dernier épisode. La deuxième étape nécessaire à la fabrication du vêtement, c'est la transformation des matières en tissu. La matière première est d'abord transformée en fil après le nettoyage et le peignage des fibres. Une fois les fils formés, ils sont transformés en tissu puis ennoblis, donc traités pour leur donner de la valeur ajoutée. Cela comprend notamment le blanchiment, la teinture et l'imperméabilisation. L'ennoblissement est une des étapes ayant le plus grand impact sur l'environnement et sur la santé des ouvriers à cause des produits toxiques utilisés comme l'eau de javel. Et la dernière étape consiste en la confection du vêtement. Une fois le tissu livré par container dans des usines, il va être étiré grâce à une machine, la fileuse, puis découpé. Après maintes vérifications, place à la couture où l'on assemble les pièces de tissu. Cette étape est réalisée à la chaîne avec des machines à coudre industrielles permettant un travail précis et rapide. Ces trois étapes ont un impact environnemental chiffré. Il faut compter 2720 litres d'eau pour fabriquer un t-shirt et 3781 pour un jean. 35% des microplastiques trouvés dans les océans proviennent des textiles. La culture de coton est responsable pour 10 à 20% de l'utilisation des pesticides globales. À cela s'ajoute le gaspillage, celui provoqué lors de la découpe, étape durant laquelle 15% du tissu est jeté, et celui causé par les retours. Selon une étude allemande, 20 à 30% des retours allant d'eau sont détruits. Et pour finir, l'empreinte carbone. La mode est responsable de 8 à 10% des émissions mondiales de CO2, causées notamment par les milliers de kilomètres parcourus par les vêtements avant de terminer dans nos armoires. Le coton ou le polyester ne sont pas les seuls matériaux qui ont un impact sur notre environnement. Le cuir ou la laine, pour fabriquer des sacs à main, bottines et manteaux, ont également des répercussions et exploitent une autre ressource, les animaux. Et c'est justement la thématique que nous aborderons dans le prochain épisode. I just wanna pop, pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop, pop.